Merci à Cofrigéo de m'avoir invité. Donc oui, Jean-Charles Besson, je suis président du comité d'histoire de la NGDM. La NGDM, c'est un établissement public en fait, qui a pour rôle de continuer à assurer le traitement des avantages sociaux liés au statut du mineur. Globalement, c'est chauffage et logement pour les retraités et pour les ayants droit. Donc il y a un comité d'histoire qui a été créé, qui regroupe des anciens exploitants du charbon comme moi, et puis des historiens, des sociologues, des conservateurs de musées, des archivistes. Donc des gens venus de divers horizons. Et on a publié il y a 2 ans un livre qui est consacré à l'histoire minière en France, 2 siècles d'histoire industrielle de la mine en France. Toutes les substances sont traitées dans ce livre. Et puis, on avait fait préalablement un portail des sites miniers remarquables de France, sur lequel figurent tous les musées ou espaces mémoriels. Voilà. Donc, il est sur le site de la NGDM, en fait. Voilà. Moi, je suis un ancien exploitant. J'ai beaucoup travaillé dans les houillères du Centre-Midi, dont j'ai été directeur général. Et à ce titre, j'étais administrateur des houillères de Lorraine. Voilà. Puis, aussi, à la fin, été secrétaire général des charbonnages de France. Donc, je vais vous parler justement du charbon qui a été exploité un petit peu partout en France, en dehors du Nord-Pas-de-Calais. Bien que ma première expérience minière soit un stage ouvrier à Fouquier-les-Lances. Donc, les petites veines dans lesquelles on rampe, j'ai connu ça très tôt. Donc, alors tout d'abord, on va commencer par les houillères de Lorraine. Donc voilà, géographiquement, pour chaque bassin, on verra cette carte qui nous montre les différentes houillères. Donc les houillères du bassin de Lorraine sont situées, en fait, c'est un gisement qui est le gisement sarro-lorrain et qui affleure sur le côté sarrois, qui a été exploité très tôt, puisque quand on a des affleurements, on a des exploitations, ce qu'on appelle des grattages. Et puis, quand on s'enfonce, là, pareil, on passe la frontière. C'est un peu... Alors, l'histoire est encore plus mouvementée, si je puis dire, entre la France et l'Allemagne, qu'elle n'a pu l'être entre la France et la Belgique. C'est possible de passer à la diapo suivante? Pas la main. Voilà donc le gisement se situe dans une région qui est déjà riche en substances naturelles. Le fer, le sel et le charbon. L'exploitation industrielle côté lorrain a commencé au XIXe siècle, même si ça faisait plusieurs siècles qu'on l'exploitait, comme je l'ai dit tout à l'heure, côté sarrois. C'est l'extension sud du gisement sarrois, c'est un anticlinal nord-est-sud-ouest. On verra après les regroupements différents qu'il y a eu au fil du temps sur ces différentes houillères. Alors, il y a eu tout un épisode, le premier épisode franco-allemand concernant la Sarre, avec après 1792 donc les troupes françaises qui occupent la Sarre et le rattachement de la Sarre et donc de ses exploitations à la France. Napoléon s'intéresse beaucoup à ce gisement, il va plusieurs fois en Sarre,
Il crée l'école pratique des mines de la Sarre. Il y avait à ce moment-là en France qu'une seule école, qui était l'école des mines de Paris, concernant les mines. S'en créeront d'autres peu de temps après, en 1816, l'école des mines de Saint-Étienne, puis Alès, Douai, et en 1919, Nancy. Donc les traités de Paris, qui en fait sont des conséquences du congrès de Vienne, qui redéfinit les frontières de l'Europe après l'épisode napoléonien, confère dans un premier temps la Sarre à la France, quand Napoléon est à l'île d'Elbe, et quand il quitte l'île d'Elbe et que ça se termine par Waterloo, il y a un deuxième traité, et là, la Sarre est enlevée. Elle est allemande à ce moment-là. Elle aurait pu l'être à son jour près jusqu'en 1870. Voilà. Alors, un gisement qui affleure d'un côté, qui n'affleure pas de l'autre, quand là où il n'affleure pas, il faut le chercher. Et donc, on a sondé. On a sondé à partir de 1816. Il y a eu la création de la compagnie des mines de Schœneck qui tentera d'exploiter pendant un certain temps sans réussite, notamment à cause des problèmes de traversée des terrains aquifères. Il y a à partir de 1850, et certains considèrent qu'à partir de 1856, on commence vraiment à exploiter le gisement lorrain, notamment avec la création du puits Charles à Stiring-Wendel, sous la houlette de Charles de Wendel. Plusieurs concessions à ce moment-là sont attribuées. Puis, nouvel épisode, 1871, traité de Francfort, qui attribue donc la Lorraine mosellane à l'Allemagne. Donc c'est coup double, c'est d'une part la poursuite sud du gisement sarrois et le gisement de fer mosellan, qui est longtemps un des deux plus grands au monde, avec celui des Grands Lacs États-Unis-Canada. Donc le traité de Francfort a donné beaucoup d'éléments à la Prusse, à l'Allemagne prussienne, pour se développer. Création de société, Saarland-Moselle-Bergwerksgesellschaft, qui deviendra en 1919, on verra, Sarre et Moselle. Puis développement à La Houve qui est située au nord-ouest du gisement, dans une forêt, un petit peu plus loin que le cœur de ce qu'a été par la suite ce bassin, la zone Forbach-Merlebach. Notamment Petite Rosselle, le village, la ville voisine étant Grosse Rosselle, côté sarrois. Et les recherches reprennent sur la concession de Schœneck. La production était de 3,8 millions de tonnes en 1913. Elle passera à 6,7 en 1938. Donc on aura, dans un premier temps, on aura évidemment jusqu'en 1938 un grand développement de la production, mais on aura un certain nombre de troubles sociaux en 1919 avec les changements de gouvernance, un certain nombre d'éléments, changements réglementaires. Le début de cette période a été relativement troublé. Donc, Société des houillères de Sarre et Moselle, Saarland-Moselle-Gesellschaft, devient Société des houillères de Sarre et de Moselle, Compagnie des mines de Saint-Avold est créée, Société de charbonnage de Folquemont. Certaines sont attribuées à des exploitants du Nord-Pas-de-Calais au titre des réparations. De même qu'au titre des réparations, tous les grands bâtiments des houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais avaient été financés par ces réparations d'après-guerre de 14. Il y a à ce moment-là commencent les amodiations entre Français et Allemands pour permettre aux uns et aux autres d'exploiter dans les continuités des veines de l'autre côté de la frontière. Donc il y aura toute une série d'amodiations, et on verra même après la Deuxième Guerre mondiale. Et on exploitera et on aura
les houillères de Lorraine auront toujours des puits côté Sarrois jusqu'en 2000, quoi. Donc, un certain nombre d'amodiations ont été faites. Et l'épisode de 1940, où là les choses changent, et où le IR de Pietrocelle sont intégrés dans le Reichswerke Hermann Göring. Ce qu'on peut noter, c'est qu'au cours de toute cette période-là, on a très rapidement balayé un siècle, finalement, de 1856 à 1940-1946, jusqu'à nationalisation. Il y a eu un gros effort d'électrification. On est passé de la force humaine ou animale à l'air comprimé, et puis ensuite à l'électrification. L'air comprimé a toujours été très pratique pour les marteaux-piqueurs, pour beaucoup de choses, mais globalement, pour avoir 1 kW disponible au bout de plusieurs kilomètres de tuyaux, il faut produire 7 kW. Enfin, voilà. On a des centaines et des centaines de tuyaux qui distribuent l'air comprimé dans les mines, ou qui distribuaient, et on passe son temps à essayer de rendre ça le plus étanche possible, quoi. Voilà. Mais globalement, quand on est à 7 bars, il y a fatalement de l'air qui passe, quoi. Donc, on est passé à l'électrification. L'électrification, là, en matière de sécurité, un certain nombre de problèmes se sont posés. La grande référence en ce qui concerne les accidents, c'est l'accident de Courrières, un coup de poussière de 1906, 1100 morts, qui a fait beaucoup progresser la recherche en matière de sécurité collective. Il y a eu la plateforme de Liévin, et puis ensuite, après 1919, comme tout avait été détruit, il y a eu une plateforme à Montluçon. Donc là, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en matière d'électrification, parce que l'électricité aussi peut produire des étincelles. Donc on a créé 2 types de sécurité, la sécurité anti-lait flagrante et la sécurité intrinsèque. La sécurité anti-lait flagrante, ce sont des enveloppes blindées qui ne sont pas étanches, mais qui laissent passer, qui ont des jointelles qui laminent une flamme qui pourrait sortir. Donc on est dans du blindé spécial dans lequel, et on contrôle ces joints, je dirais, à longueur d'année, pour être sûr que s'il y a une explosion intérieure, elle ne se propage pas à l'extérieur. Sachant que le grisou, entre 5, 6 et 14-15%, peut exploser, moyennant un dégagement d'énergie très faible, de l'ordre de 300 millijoules. Et donc, pour tout ce qui est puissance, on a des enveloppes antidéflagrantes. Pour tout ce qui est sécurité intrinsèque, on a des circuits tels que s'il y a un court-circuit, s'il y a un défaut électrique, l'énergie qui se dégage est inférieure aux 300 millijoules nécessaires pour enflammer le grisou. Donc, il y a eu des efforts et des progrès qui ont été très importants qui ont été faits en matière d'électrification, en matière d'aérage aussi. En matière d'aérage, il faut savoir que pratiquement toutes nos mines de charbon, tous les gisements ont du grisou, du méthane. Ce méthane, il se dégage quand on abat le charbon. Et il y a une concentration en méthane dans le charbon, mais qui ne traduit pas la présence de tout le méthane qu'il peut y avoir dans les terrains encaissants. Globalement, il y en a beaucoup plus dans les terrains encaissants que dans la couche. Dans la couche, vous avez pouvoir des gisements à 5 mètres cubes tonnes, et quand vous déhouillez dans votre retour d'air, vous avez 20 mètres cubes tonnes. Donc le débit spécifique, c'est celui du grisou, c'est celui qui est produit chaque fois qu'on produit 1 tonne de charbon. La concentration, c'est un de ces éléments qui font qu'on a ce débit spécifique. Donc il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits en aérage, parce qu'on a eu malheureusement un grand nombre de catastrophes. On aura l'occasion d'en parler, on n'a pas eu de Courrières, mais il y avait déjà eu vers 1880 180 morts en Sarre, dans un coup de grisou. Donc beaucoup de progrès ont été faits en matière d'aérage. Quand on aère une mine qui produit du charbon, l'aérage est calculé uniquement en fonction de la position de grisou. Il faut être en dessous du quart de la limite d'explosibilité, en dessous de 1,5% dans le retour d'air. Donc, on calcule la production, on connaît le débit spécifique, on définit une production et ça nous dit l'aérage qu'on doit avoir. Donc l'aérage a fait beaucoup de progrès, notamment vers 1800-1820 avec quelqu'un qui s'appelait Murg, qui a défini la loi de Murg, qui est l'équivalent un peu de la loi d'Ohm pour l'aérage. U égale RI, là c'est H égale RQ2. H c'est la dépression,
Q, c'est le débit. Et R, c'est la résistance à la circulation de l'air dans la galerie. Voilà. Donc, à partir de là, on a tous les éléments pour calculer les aérages et pouvoir fonctionner en sécurité. Il y a eu, bien sûr, toute une mécanisation. On a déjà eu des haveuses mécaniques, beaucoup de machines, alimentées soit par air comprimé, soit par énergie électrique. Le gisement lorrain, comme d'autres gisements, a procédé au remblayage. Il l'a fait avec les sables qu'il exploitait dans les carrières, et un remblayage qui est devenu pneumatique et hydraulique pour remplir les vides, parce que certaines méthodes d'exploitation ne peuvent pas, quand on est d'exploitation étagée, les unes au-dessus des autres, on verra en un gisement notamment qui utilise, qui travaille, un gisement qui est à la fois à des terrains en plateurs, qui les a en dressant et en semi-dressant. Donc on a toute une gamme d'inclinaisons. Donc certaines méthodes nécessitaient le remblayage. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à partir de la fin du 19e en ce qui concerne la valorisation du charbon. Tout d'abord, le lavage. Le lavage, dans un premier temps, c'est de séparer les pierres du charbon, ce qu'on va brûler de ce qu'on ne va pas brûler. Et puis ensuite, il y a différents types de charbon, on en parlera, et puis différentes granulométries. Donc on fait des lavoirs. Et puis avec le temps, eh bien, par endroits, on fait de la carbochimie, on fait des coqueries avec les charbons qui le permettent, et on fait des centrales électriques. Donc la production de 1870, qui était 230 000 tonnes, donc vous voyez que c'était un gisement à cette époque-là, quand même, par rapport à ce qu'était le gisement de la Loire ou le gisement du Nord-Pas-de-Calais, un petit gisement. Et c'est un gisement qui monte en puissance, et qui est à 6 700 000 tonnes en 1938. Je reviens sur la sécurité. Vous avez un arrêt barrage. C'est une des conséquences des travaux de la plateforme de Liévin après Courrières. C'est qu'une explosion l'onde de choc renverse ces arrêts barrages qui sont pleins de terre, on va dire, de chaux, et qui empêchent la propagation, la continuité de la propagation de l'explosion. Tout ça a été remplacé à partir des années 70 par des bacs à eau. Mais la finalité était la même, une simple surpression renverse l'eau qui empêche la propagation du coup de poussière. Voilà. Donc, beaucoup de ces travaux se sont faits, je dirais, dans cette première phase, 1870, 1900-1940. Voilà. 1946, c'est la loi de nationalisation, création des houillères du bassin de Lorraine, mais qui se traduit par, qui connaîtra donc de 1946 jusqu'en 2004, disons, les phases de relance, toute la phase de rationalisation technique industrielle et de récession. Mais on a vu toute cette histoire préalable de création des différentes sociétés, toutes ces difficultés qu'elles ont pu connaître aussi, liées, là on a surtout parlé de l'histoire frontalière, mais toutes les difficultés techniques, difficultés de gisement, difficultés de méthode, difficultés sociales. Et donc c'est en fait l'exploitation minière charbonnière en France, c'est une histoire entrepreneuriale industrielle. Effectivement, elle ne se limite pas à 1946-2000, quoi. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, relance, c'est de l'embauche. Rationalisation, c'est des machines de plus en plus puissantes. On a parlé d'électrification. Les dernières mines électrifiées, on descendait du 10 000 volts au fond. On avait 40 MVA, 40 MW de puissance installée sur certaines mines. Donc on était dans des choses relativement importantes pour des industries en tant qu'utilisateur d'électricité. Puis la récession, donc on en parlera, on verra les différentes étapes. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 1943 ? 1943, parce que c'est le Conseil national de résistance qui propose en 1943 la nationalisation du charbon et des industries de production d'électricité. 1946, c'est la nationalisation qui devient effective, avec nationalisation du Nord-Pas-de-Calais, de la Lorraine et de pratiquement tout ce qu'il y avait dans le reste de la France, pratiquement tout, mais pas tout. On fera une petite parenthèse. Il y a les refusés, si je peux dire, de la nationalisation, parce que c'était des gisements considérés sans avenir. Il y en a quelques-uns. Donc, nationalisation, création du statut du mineur. Le statut du mineur
Alors, c'est le statut, comme j'ai dit, d'une profession. Ce n'est pas le statut d'une entreprise. Hein. C'est le statut de tous les mineurs qui exerçaient le métier de mineur. Hein. Ce n'est pas le statut du charbonnage de France. Que dit ce statut? Globalement, il garantit le chauffage et le logement, hein, d'où l'idée de maintenir ces garanties statutaires via un EPA. Le statut du mineur ne garantit pas l'emploi, hein, c'est écrit dans les premiers articles. Hein. On exploite des mines, les mines, elles durent ce qu'elles durent. Hein. Et donc, il y a obligation quand on ferme une mine, d'essayer de faire en sorte de trouver de l'emploi pour les mineurs dans d'autres mines. Ce qui était une pratique préalable, parce que de toute façon, on cherche toujours à avoir des gens de métier plutôt que d'embaucher des gens qui n'ont pas d'expérience. Alors, il y a eu différents plans successifs. Hein, donc, les premiers plans liés à la période de la nationalisation ont conduit la France en général à produire près de 60 millions de tonnes à la fin des années 50. Et puis, il y a le plan Jeanneney qui, à ce moment-là, apparaît, qui vise à une réduction de la production pour 1965. Donc là, ça devient... c'est un premier coup d'arrêt. Il y avait eu déjà des difficultés qui ont conduit aux grandes grèves de 1948, hein, avec notamment un rythme de développement qui était déjà un petit peu inférieur à celui qui était prévu. Donc 1963, ce sont les grèves en partie consécutives au plan Jeanneney, pardon, en 1960. Il y a un plan Bettencourt en 1968 qui accélère cette fermeture. Il y a le premier choc pétrolier 73-74, et à ce moment-là, le plan Blanquart, qui est un plan de relance, c'est-à-dire qu'on repart pour une génération. Globalement, c'est ce qui s'est passé. Et en 1983, c'est l'arrêt de l'embauche. Arrêt de l'embauche, conversion, reconversion. Dire un mot, donc évidemment, le premier souci, c'était le premier bassin. Je déborde un peu du cadre des houillères de Lorraine. C'était le bassin du Nord-Pas-de-Calais, où il y avait 150 000 mineurs. Les houillères de Lorraine aussi, et les houillères du centre-midi, donc ont connu d'une part les plans de conversion des mineurs. Il y a eu, à une certaine époque, il était possible d'aider les mineurs à se reconvertir et en leur garantissant leur salaire les 6 premiers mois avec possibilité de retour s'ils le voulaient à la mine. Et en fait, tous ceux qui sont partis en général avaient en tête qu'il n'y avait plus beaucoup d'avenir dans les houillères et ne sont pas revenus. Donc, ensuite, il y a eu un certain nombre de mineurs qui ont été embauchés par EDF. Ça, c'est au niveau du personnel. Au niveau des régions, il y a 2 dispositifs qui ont été mis en place. Un premier dispositif qui est le Fonds d'industrialisation des bassins miniers, qui là, c'est directement l'État qui l'apportait, qui le gérait via les administrations, et qui, en fait, contribuait à fournir des infrastructures favorables à l'implantation de sociétés à proximité ou dans les anciens bassins miniers. Par exemple, faire des pépinières d'entreprise, construire des bâtiments relais, un certain nombre de choses qui favorisent l'emploi. Et puis, il y avait une autre entité qui a été créée dans les années 60, qui est la Société de financement des régions minières, avec une filiale Sofinor-Pas spécifique pour le Nord, Sofirem pour toutes les autres régions, donc Lorraine et Centre-Midi, par lequel, alors là, en fait, c'est une société de financement qui avait un fonds, hein, qui avait un certain nombre de moyens et qui investissait dans les entreprises par le biais d'un prêt participatif. Ce n'est pas du tout le crowdfunding d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce prêt était remboursé à un taux qui dépendait de la réussite de l'entreprise. Donc c'est un prêt engageant pour l'investisseur, quoi. Hein, ce n'était pas une simple dette. Mais par contre, c'était considéré comme quasi fonds propres par les banques, donc ça pouvait aider pour le financement et les concours bancaires pour les sociétés qui venaient s'implanter. Donc il y a eu 2 volets, conversion des mineurs, reconversion des zones minières. Et ça a été très actif. Il y a eu du FEBM jusqu'en 2010 au moins. Hein. Conversion, reconversion. Et puis, il y a eu en 1994 le pacte charbonnier. Le pacte charbonnier, là, on a dit, bon, il y a une fin qui va être 2005 et on garantit à chacun d'aller jusqu'au bout. Ce qui avait été préparé d'une part parce qu'en 1946, la retraite des mineurs de fonds était à 50 ans, a été établie à 50 ans.
Quand on embauche des gens en 1980 et qu'on ferme en 2005 et qu'on fait une retraite anticipée, qu'on anticipe de 5 ans à la retraite, on n'est pas très loin de trouver le terme pour tout le monde, quoi. Certaines personnes sont restées pour notamment des travaux de sécurité, puisque à l'arrêt des charbonnages, un certain nombre d'entités ont repris ce qui était les obligations de charbonnage des houillères de Lorraine, des houillères du Centre-Midi, des houillères du Nord-Pas-de-Calais, qui avaient été regroupées en 2004. Donc, un certain nombre d'organismes, le BRGM a repris la partie après-mine, hein, la NGDM a repris la partie sociale, hein, et ce qui a donné des dévolutions de documents d'archives en fonction de ces dévolutions. Le bassin houiller de Lorraine, je dirais comme tous les autres bassins houillers, a été marqué par le fait que c'était une entreprise de main-d'œuvre, hein, qui nécessitait beaucoup de formation pour les jeunes mineurs. Donc les centres de formation ont été intégrés dans les sociétés, bien avant la nationalisation, hein. Les sociétés ont formé les mineurs. Et quand on a arrêté l'embauche en 1980, début des années 80, pour aller jusqu'en 2000, les technologies ont évolué, notamment tout ce qui est informatique industrielle, ça a évolué. Donc on n'a pas cessé de former des gens jusqu'au bout, quoi. Urbanisation, l'historique pratiquement de beaucoup de bassins, c'est en fait on trouve du charbon et puis c'est des mineurs paysans qui viennent l'exploiter, hein, avec des absentéismes plus prononcés pendant les moissons ou les vendanges. Voilà. Et puis petit à petit, ça devient des entreprises où les gens n'ont qu'un emploi. Urbanisation. Et puis on urbanise, c'est-à-dire qu'on construit des logements. Hein. On construit des logements, je crois qu'on a construit 22 000 logements dans le houillère du bassin de Lorraine, hein, dont 12 000 ont été vendus à la SNI vers 2002-2003. Donc urbanisation, une sorte de colonies industrielles qui étaient en pleine campagne, qui deviennent des villes. Hein. Et puis une immigration, alors une immigration locale, hein, d'abord. Hein, ce sont les gens, les paysans alentours. Hein, à Saint-Étienne, c'est les paysans de la Haute-Loire, hein, qui sont descendus sur Saint-Étienne, un petit peu partout. Et puis après, les gens sont venus de plus loin. Hein, ils sont venus d'autres frontières, outre frontières. Ils sont venus, pour beaucoup, on le voit, beaucoup sont venus de Pologne. Puis beaucoup sont venus de la Méditerranée, des bassins méditerranéens, du nord et du sud de la Méditerranée. Hein. Beaucoup d'Italiens, d'Espagnols et de Nord-Africains. Donc spécifique à HBL, mais qui est aussi propre à beaucoup de bassins, c'est la diversité des types de charbon. Hein. Bon, là, c'était un peu le classement le classement français. Bon, il y a un classement européen, un classement américain, plutôt, qui parle de bitumineux, enfin bon, plutôt que définition gras-flambant ou subbitumineux. Donc, les Lorrains avaient cette opportunité d'avoir beaucoup de charbons différents et cette richesse qui est pour beaucoup le charbon à coke. Hein. Globalement, le charbon sur Terre, ça sert, on le brûle pour faire l'électricité, hein, 85% du charbon, et 15%, c'est pour faire pour la sidérurgie. Hein. Il n'y a pas si longtemps, le charbon à coke se vendait 3 fois le prix du charbon flambant destiné à la production d'électricité. Hein. Donc, quand on a du charbon à coke, on fait des coqueries et on a une valorisation qui est très supérieure, quoi. Le Nord-Pas-de-Calais, on a eu beaucoup aussi. Le gisement donc avec des types d'exploitation différents, notamment quand on est dans les dressants. Donc vous voyez, c'est une photo de dressant. Il y a eu sur les 4 gisements qui sont restés presque jusqu'à la fin. Il y en avait un, c'est un gisement de dressant. C'est un gisement, bon, on voit qu'il y a beaucoup plus d'interventions manuelles, par contre beaucoup moins d'investissement en termes de machines. Donc
les grands gisements, en fait, pour faire de la production, c'est des plateurs qui n'ont pas de faille. Hein, voilà. Là, on a des productivités qui dépassaient, qui dépassent 20 tonnes ou 30. Enfin. On parlera des rendements, on verra que nos gisements, malheureusement, ne nous permettaient pas du tout de s'approcher de ce genre de chiffres, quoi. Donc, on a construit des centrales thermiques en Lorraine, toutes les deux au début des années 50, hein, et on commence par 2 fois 110 MW, hein, qui sont un peu les tailles de l'époque, c'était 50 ou 100 MW. Après les années 60, on est passé aux 250 MW, et puis fin des années 70, on est passé aux 600 MW, et puis Larour, Bois, qui était construite il y a 10 ans, c'est 1100 MW. On a monté en puissance, et on a une montée en rendement des centrales qui est considérable. Hein. Il y a 100 ans, le rendement d'une centrale thermique, c'était 20%. Bois, on est à 50%, pratiquement, quoi. C'est tout à fait différent. Et ça, c'est la métallurgie. Hein. Il faut des tuyaux pour monter en pression et en température. Hein, voilà. Parce qu'en fait, le circuit, il faut refroidir l'eau pour qu'elle remonte en température pour remonter en pression. Hein. Voilà. Et plus on monte en pression, plus la température est importante, plus la pression est importante, et meilleur est le rendement. Bon, voilà. Là, on voit, ça va être 1981, 82, une amélioration de la tranche 6, le 600 MW d'Émile-Huchet. Il y en a 5 ou 6 en France. Gardanne, c'est la même, et puis Le Havre et Cordemais, c'est les mêmes pour EDF. Voilà. Grosse-Bier-Derstroff a fermé fin des années 80. Coquerie, Marieno, Carlin, donc on voit la Carlin, qui sont les deux grandes coqueries. Carlin donc, a été développé dans les années 60. Un mot concernant Marieno. Marieno, bon, il y avait aussi une station de pompage de grisou au fond. Les chantiers lorrains étaient très grisouteux. Et donc, il y avait des captations dans les retours d'air des chantiers de grisou. Et ce grisou était remonté en surface et après, il était utilisé, commercialisé, c'est du méthane, quoi. Voilà. Donc, les houillères de Lorraine, la production, c'est 800 millions de tonnes extraites, dont 591, voilà, près des 3/4 depuis 1946. Hein. 58 pines de coqueries, de centrales électriques. Production record, 15 500 000 tonnes. Il y a eu jusqu'à 46 000 mineurs. Et on a atteint 6,8 tonnes de rendement en 1996. En 1974, les houillères de Lorraine produisent plus que les HBL. Ils deviennent à ce moment-là le premier gisement français par la quantité produite annuellement. Historiquement, c'est plus de 2 milliards de tonnes pour le houillère du nord du bassin, pour le nord Pas-de-Calais, 2,4 milliards. Donc c'est beaucoup plus. La Lorraine étant, on le voit sur cette courbe, le gisement du XXe siècle. Et surtout la deuxième moitié du XXe siècle. Un lourd tribut, donc j'ai dit qu'en fait, le premier mort, la première catastrophe était du côté sarrois, hein, et le puits humain passe pour être la première grande catastrophe du bassin lorrain. Coup de grisou, coup de poussière, la plupart. Hein. Il y en a eu d'autres. Hein. C'est pas du tout un inventaire exhaustif, hein, mais ce sont des catastrophes qui sont dans les mémoires, dont celle du Puy-Simon, qui est la dernière en 1985. Il reste un patrimoine, un peu comme partout. Donc, le puits Sainte-Marthe, 1852, donc c'est un du tout premier. C'est le plus ancien qui reste. Il était noyé assez rapidement, 15 ou 20 ans après. Il a surtout servi de château d'eau. Et le puits Villemin II, qui date à peu près de la même époque, 1860, qui est sur le site du carreau de la mine de Lorraine. On va passer maintenant aux autres houillères. Alors en fait, la loi de 1946 a créé 9 houillères. Hein, a créé l'houillère du Nord-Pas-de-Calais, les houillères du bassin de Lorraine,
Et puis les différentes houillères qu'on va voir, les houillères de la Loire, les houillères d'Auvergne, les houillères d'Aquitaine, les houillères des Cévennes, les houillères du Dauphiné, les houillères de Blanzy et les houillères de Provence. Donc ces 7 autres houillères-là ont été créées en 1946, elles ont été regroupées fin 1968. Voilà. Parce que leur taille s'était réduite et le siège était donc dans un site où on allait fermer, qui était à Saint-Étienne. Houillères d'Aquitaine, en clair, c'est Carmaux de Casseville. Hein. Carmaux de Casseville, Carmaux dans le Tarn, de Casseville dans l'Aveyron. De Casseville, alors, a eu cette opportunité, comme quelques-uns d'autres, à être situé dans un endroit où il y avait des gisements de fer pas très loin, hein, un peu au nord de Rodez, près de Marcillac. Et donc, il y a eu un développement de la sidérurgie très important. Hein. Il a été développé, donc son promoteur, un de ses promoteurs, tout au moins au début, c'est le duc de Cazes. Et globalement, 4 villes sont concernées, de Casseville, enfin 4-5, Aubin, Cransac, Firmy et Viviers. Je mentionne la fusillade d'Aubin où 17 mineurs, 17 personnes ont été tuées lors d'un mouvement social très important, puisque Aubin connaissait des problèmes aussi par la qualité de son charbon. Et cette fusillade a été reprise par des écrivains. La compagnie des forges de Châtillon, de Commentry et de Neuf-Maisons, ainsi que la société de Commentry, Fourchambault et de Casseville, ont été deux des premières sociétés à exploiter à Decazeville. Elles ont été présentes dans beaucoup d'endroits du centre, des houillères du centre en France. Alors, on voit une photo de la découverte de la salle. La découverte de la salle, alors c'est un gisement, comme beaucoup de gisements du sillon houiller du Massif central, où vous avez des très grandes épaisseurs de charbon. Vous pouvez avoir, c'est pas 80 cm ni 1 mètre ou 2, ça peut être plusieurs dizaines de mètres, 50 mètres, 100 mètres. Donc on a gisement, les amas, on ne sait pas très bien les exploiter en souterrain. On en laisse beaucoup, ou on fait des choses dangereuses. À ciel ouvert, alors l'opportunité de la chance du gisement de Casseville, c'est que le plus profond, je crois qu'il était à moins 500 mètres, ou 490 mètres. Donc, on n'est pas très profond, il y a des couches très épaisses, donc la découverte, ça paraît comme une nécessité. Et la découverte de la salle est exploitée depuis 1892. On a fêté son centenaire, il durait encore en 1892. Donc, de Casseville, à la fois souterrain et à la fois découverte. Parce que là, comme dans tous ces gisements et des affleurements, il y a eu des grassages très tôt, dès le XIIIe, XIVe, XVe siècle. On a des références à peu près partout, pour tous les gisements dont on va parler. Donc, années 50, c'est la création de la centrale de Panchaud. Donc, une centrale, c'était la taille de 50 MW. Fermeture du fonds en 1966, qui donne lieu à un important mouvement social. Puis, poursuite des découvertes jusqu'en 2001. Société des mines d'Albi et la Société des mines de Carbeau ont été les deux premières sociétés créées dès le début de l'exploitation au XIXe siècle. Cette mine, comme les autres, ont été marquées par une forte immigration, notamment italienne et espagnole. Espagnole fin 19e économique et espagnole après 1939 républicain. Jean Jaurès a épousé la cause des mineurs de Carmaux à la fin du XIXe siècle. Et il soutenait beaucoup Calvignac. Calvignac est un mineur qui est devenu maire de Carmaux à la fin du XIXe et qui avait été licencié par les sociétés minières et qui ensuite il a été réembauché. Il y a eu donc tout un épisode entre les descendants de la famille de Solage, le chevalier de Solage étant un des promoteurs du gisement de Carmaux, mais ses descendants qui étaient les héritiers, le marquis de Solage, et le mouvement social, Calvignac, jusqu'à ce qu'un modus vivendi soit trouvé, qu'il soit embauché, mais en disponibilité. Gisement réputé non grésouteux,
mais dans un gisement qui n'est pas grisoteux, où il y a très peu, les concentrations sont faibles. Si on n'aère pas, on peut avoir des concentrations de grisou. Donc il y a eu cette catastrophe, et puis arrêt du fond en 87 avec ouverture d'une mine à ciel ouvert, pour lequel il y avait un certain nombre de projections qui allaient au-delà de la simple exploitation de cette mine, puisqu'on voulait associer des constructeurs de matériel français pour être un opérateur minier à l'étranger. Bon, les développements n'ont pas été tout à fait ceux qui étaient attendus, quoi. Houillard d'Auvergne. Alors là, on est sur plusieurs départements. Hein. On est dans le Cantal, avec la mine de Champagnac-Aïde, la mine de Berre et Montcombroux. Berre et Montcombroux, c'est une mine pour laquelle un avenir était envisagé au début des années 50, hein, puisqu'il était question d'y faire une centrale de 50 MW. Même vu les premiers plans verts, mais par la suite, le projet a été abandonné. Et puis, alors, ce qu'a fait la nationalisation comme ouverture de mine, c'est celle de Lomance, hein, puisque le gisement de Lomance, il était ouvert après 1946. Hein. C'est un gisement de taille modeste qui est exploité en partie en souterrain, en partie en découverte. On faisait 200 000 tonnes par an dans chacun. Et c'était une mine à ciel ouvert peu profonde, enfin une mine souterraine peu profonde, une puissance de couche qu'on peut voir, donc, qui était l'ordre de 4 mètres, et qui se prêtait une très bonne mécanisation, une exploitation en chambre et piliers. Et on a atteint un rendement de 14 tonnes dans cette mine. Puy-de-Dôme, Haute-Loire, en fait, le groupe de Brassac, c'est dans le Puy-de-Dôme, et les concessions mortes sur le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, Brassac-les-Mines, en fait, ça s'appelle. Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Éloi, c'est dans le Puy-de-Dôme, on n'est pas très loin de Montluçon, là, et il y a une petite centrale qui a été faite, la centrale de Menat, et on a fermé Saint-Éloi en 78, et Brassac aussi, hein, fin des années 70. La mine de Meussay, peu après, hein, qui était aussi une mine pas très loin de Clermont-Ferrand. Un petit mot sur les non nationalisés, hein, au 19e siècle, même début 20e, on exploitait du charbon dans 30 départements en France. Donc la nationalisation n'a concerné que celle qui semblait être promise à un avenir de plusieurs décennies. Donc, dans l'Aveyron, il y a des exploitations dont une a duré jusqu'aux années 1980. Il y en a une à Bertelaine, on n'a pas exploité que du charbon, qui a été fermée en 58, je crois. Et puis, Ronchamp, en Haute-Saône, où on a produit, je crois, de l'ordre de 10 millions de tonnes. Hein. Ronchamp, c'est pas... voilà. Et Ronchamp avait cette particularité que c'est là qu'on a fait le puits le plus profond, le puits de plus de 1000 mètres de profondeur, au 19e, très tôt. Il y a eu des exploitations dans le Briançonnais. Alors quand on voit la tâche de charbon sur la carte de France, le Briançonnais, c'est important. Hein. Mais on n'a jamais pu développer de grandes mines de type industriel. Hein. Il y a eu d'autres mines dans les Alpes, pas que dans le Briançonnais. Il y en a eu dans l'Isère, au-dessus de la mine des Grandes Rousses, au-dessus de l'Alpe d'Huez, qui n'a pas été nationalisée, mais quand on exploite à plus de 2000 mètres d'altitude, on s'expose non seulement au danger de la mine, mais au danger des avalanches. C'est une avalanche à tout balayer, et la mine s'est arrêtée au début des années 50. Il y en a eu aussi dans le sud des Alpes, hein, vers Manosque. Et là c'est Péchinet qui exploitait. Et en Vendée. Hein. En Vendée, une production qui était de l'ordre de 50 000 tonnes par an. Il y a eu le gisement d'Arjusanx, gisement de lignite dans les Landes, exploité par EDF, avec une centrale juste à côté. Et puis dans la Creuse. Donc on a eu quand même des exploitations dans beaucoup d'autres départements.
Oui, la mine de la Valex dans la Creuse, oui, qui a produit plusieurs millions de tonnes. Donc c'était un mot pour les non nationalisés, dont la plupart sont dans le centre et dans le midi de la France. Alors, les houillères du Dauphiné, donc c'est sur le plateau mathésin, au-dessus de Grenoble, au sud de Grenoble. Alors c'est une mine, une anthracite, compagnie des mines d'anthracite de Namur, qui avait donc des galeries creusées à flanc de montagne, mais comme ça arrive dans beaucoup d'endroits quand on est dans des zones montagneuses, avec un chemin de fer de dimension métrique qui relie un site à l'autre et qui est devenu ensuite un chemin de fer touristique, mais qui depuis quelques années est arrêté à cause d'un éboulement et des travaux sont en cours pour le remettre en service. Alors, ce gisement avait une caractéristique, il y en a un autre dont on parlera aussi, qui est celui des Cévennes, c'était les dégagements instantanés. Un dégagement instantané, c'est un dégagement de gaz, on le définit comme étant un transport pneumatique de matière. Un dégagement de gaz, le gaz transporte une partie de la couche sur plusieurs mètres ou dizaines de mètres, instantanément. Donc, comme son nom l'indique. Là, Namur a connu des dégagements de CO2. La production totale du bassin du Dauphiné est de 50 millions de tonnes. Oui, j'ai pas dit pour Gare et Aveyron, c'est de l'ordre de 110 millions de tonnes chacun dans leur histoire. C'est 50 millions pour le Dauphiné. On arrive, alors Blanzy, on appelle Blanzy, mais le rectangle en clair, c'est Blanzy, c'est à la fois Montceau-les-Mines et puis la Nièvre. Là, la Nièvre, c'est le gisement de la Machine, près de Decize, développé par la compagnie Schneider, qui est pour les usines du Creusot, besoin de charbon, de coke, besoin de charbon. Pareil, beaucoup de ces mines, c'est pas dit systématiquement, mais à la fin du 19e siècle, le coup de poussière le coup de grisou, coup de poussière, c'était quand même récurrent. Tant qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas compris ce qu'il fallait faire, et principalement en France jusqu'à Courrières, ça a vraiment fait beaucoup de dégâts. Alors les Chinois, c'est plus anecdotique, pendant la guerre de 14, la France a recruté des Chinois pour travailler, pour avoir de la main-d'œuvre en arrière du front. Et un certain nombre d'entre eux, en 1919, sont restés en France. Et une centaine d'entre eux sont allés travailler à Montceau-les-Mines. Voilà. Où ils ont fait souche. Beaucoup se sont mariés. Il y a une génération après de franco-chinois qui a travaillé dans les mines de la Machine. La Machine, ça a fermé vers les années 1970. Pourquoi la Machine? Parce qu'on a fait une machine d'extraction qui a été faite par les Belges, les Liégeois, qui ont fait celle de Marly pour les pompes de Versailles. Et c'est Colbert qui aurait proposé de les faire venir, le nom de la machine. Épinac, les sociétés minières des schistes de bitumineux d'Autun ont aussi été propriétaires de concessions de houille qu'ils ont exploitées. Montceau-les-Mines, là on tombe avec Montceau-les-Mines, avec un gisement plus important, production totale, mais pour la machine Monceau, mais c'est surtout Monceau, c'est plus de 300 millions de tonnes. Donc, la compagnie historique, c'est celle de Jules Chagot. Le canal du Centre, donc accès, beaucoup de mines, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure pour le canal, beaucoup de ces mines ont cherché le désenclavement, principalement par les canaux ou par le train, ou souvent par les deux. Donc le canal du Centre a joué un rôle très important dans le développement de Monceau. On verra, c'est vrai aussi pour le canal de Beaucaire, pour les Cévennes, c'est vrai dans beaucoup d'endroits. La centrale de Lucie, donc centrale fin des années 60, donc la tranche c'est les 250 MW, quoi, qui a été fermée il y a quelques années. Le fond a fermé en 1992 et les découvertes, puisqu'on avait des gisements peu profonds, des couches peu profondes, jusqu'à la fin, jusqu'en 2000. Quoi.
Houillard des Cévennes. Alors, on regroupait les exploitations au sein des Houillard des Cévennes, du bassin des Cévennes au départ, puis des Cévennes. Les exploitations de l'Hérault, Graisse-Sac, Bousquet d'Orbe. Et les exploitations ont été arrêtées, exploitations à ciel ouvert, jusqu'en 1993. Compagnie des mines de la Grand-Combe et des chemins de fer du Gard a été la grande compagnie historique du gisement des Cévennes, du bassin des Cévennes. Alors, une catastrophe 105 morts, inondation des mines de l'Alle. Alors, inondation, certains disaient que c'était la catastrophe majeure, parce que quand l'eau arrive, qu'elle envahit, on ne peut plus rien faire, quoi, hein. Parce qu'il y a l'eau, le feu, le gaz, les terrains. Bon, c'est rare de trouver dans les annales une catastrophe humaine due aux inondations, mais les inondations n'étaient pas rares dans beaucoup de mines. Les problèmes d'eau étaient récurrents dans beaucoup d'exploitations. Et voilà, donc l'inondation de la mine de l'Alle a été vraiment totalement catastrophique. Il y a eu une construction de centrales. La production, en 1958, atteignait 3,3 millions de tonnes. C'est un gisement aussi qui était frappé dans certaines des exploitations par les dégagements instantanés, mais là, cette fois-ci, par des dégagements instantanés de méthane. Pareil, toujours dégagement instantané et transport pneumatique d'une partie de la couche, hein, qui balaye tout, qui crasse tout. Donc, certains sièges ont eu des exploitations rendues difficiles, notamment à cause de ça. Et puis, en 1984, c'est la fermeture du fond, du puits d'Estival, et la poursuite en exploitation à ciel ouvert jusqu'en 2000 à peu près, hein, 2001. Un petit mot sur le puits d'Estival. Il porte le nom de Charles d'Estival, qui était un des directeurs de la mine, mais qui auparavant avait été directeur des mines d'Épinac, dont on a parlé, et qui, quand il est arrivé, on devait fermer les mines d'Épinac. Il a modernisé, il a surtout modifié les modes de rémunération. Il a modifié la politique sociale et technique, si je puis dire. Et Épinac a poursuivi, a repoussé l'échéance d'une génération. Et Charles d'Estival ensuite est venu travailler dans les Cévennes, d'où le nom qui a été donné pour le puits d'Estival. Et il a eu un prix de l'Académie des sciences, une médaille d'or de l'Académie des sciences morales et politiques pour son œuvre à Épinac. Alors, Hérault compris, les Cévennes, c'est 300 millions de tonnes. Houillard de la Loire, bon, c'est un gisement qui s'étend jusqu'à Lyon, pratiquement. C'est 40% de la production nationale vers 1830. C'est le premier gisement historique jusqu'en 1859. Où avec 2 millions de tonnes, le Nord-Pas-de-Calais vient à égalité et passe devant durablement pour plus de 100 ans. Des grandes catastrophes, celle du puits Verpilleux, il y a eu beaucoup de grandes catastrophes. Encore une fois, dans toute cette période, hein, jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à ce qu'on comprenne les mécanismes. Et 1869, Michel Rondet crée la Fraternelle des mineurs. C'est une société d'entraide. Alors les sociétés d'aide, d'entraide existaient, elles étaient tenues par les compagnies houillères qui prélevaient de l'argent sur les salaires des mineurs. Et donc lui, il a souhaité, donc c'est un mouvement en fait qui est essaimé sur le plan national, c'est pour ça que j'en parle. Et donc il a voulu que la société d'entraide soit gérée par les mineurs, puisque c'était eux qui étaient les principaux financeurs. Bon, l'arbitrage de tout ça a été fait par l'État en 1894, où les sociétés d'entraide ont été gérées de façon tripartite. Il y avait l'État apportait de l'argent, les mineurs de l'argent, les entrepreneurs apportaient de l'argent, et il y avait une gestion tripartite institutionnelle à partir de 1894. Donc, mais Michel Rondet est pratiquement un des, pas des fondateurs, mais c'était les prémices vraiment du mouvement syndical ouvrier.
Les houilleurs du bassin de la Loire, grand bassin historique, encore une fois. 23 puits d'extraction en 1946, 14 fendus du Sept Lavoir. 19 sociétés ont été nationalisées d'un coup. 1983, arrêt du fond. Et puis arrêt des découvertes. Alors, arrêt à Saint-Étienne, vous faites un trou, vous tombez sur du charbon. Donc, quand on a creusé après 92 le parking souterrain de la préfecture, on a extrait du charbon. C'est après 92. Mais enfin, globalement, on est les pieds dans le charbon assez rapidement à Saint-Étienne. Et on exploitait les découvertes qu'on exploitait en 1990. Leur coût de production, c'était même pas la moitié du prix de vente du charbon. Hein. C'était très peu profond, quoi. Mais on était vraiment presque aux abords de la ville ou en pleine ville. Bon, c'était pas tenable, quoi. Houilleurs de Provence, là, on n'est plus dans le Carbonifère, là, on est dans le Crétacé supérieur. On est dans des bancs calcaires, avec des alternances au-dessus d'argile, de marnette calcaire. Des couches barrées de bancs calcaires aussi. Hein. Donc un charbon d'une qualité moindre. Hein. Là, on ne va pas faire de coquerie. Hein. Un des grands hommes du 19e siècle, de toute cette aventure encore industrielle qui a créé l'industrie minière du charbon en France, c'est Ernest Biver. Cette mine avait des caractéristiques favorables, des plateurs moyennement faillés, une certaine régularité, mais l'inconvénient de connaître des phénomènes dynamiques. Un phénomène dynamique, les terrains, ce qu'on craint, c'est qu'ils tombent sur la tête. Hein, donc on fait du soutènement. Alors ça a évolué. On avait des étais en bois, métallique, puis après, là on fait du soutènement porteur avec des boulons. Bon. Il y a différents types de soutènement. Tout ça, ça se mécanise. Bon. Mais le phénomène dynamique, c'est une libération brutale de contraintes. Donc ça peut venir des parements de charbon de chaque côté, ou ça peut venir du mur. Parce que là, il y a des contraintes horizontales qui sont supérieures à la pression lithostatique. Donc, quand on crée un vide, ça peut venir de partout. Enfin, si je puis dire. Ça peut tomber du haut, hein, on comprend bien, mais d'un seul coup. Donc, il y a des configurations, des géométries d'exploitation qui font qu'on favorise, on ne favorise pas. Et pour ça, on met en œuvre un certain nombre de moyens, principalement la détente des terrains. Hein. C'est-à-dire qu'on les détend pour qu'ils acceptent, pour qu'on ait toute une zone détendue à proximité des galeries et que ça fasse matelas à la surpression brutale qui peut apparaître plus loin. Donc, phénomène dynamique, autre caractéristique de ce gisement comme d'autres, c'est l'eau, présence d'eau, terrain karstique, donc de l'eau partout. Exploitation historique située au-dessus du niveau de la mer, entre 220, le niveau à peu près du sol dans beaucoup d'endroits, et puis 0. Ouais. Et donc l'idée vient au 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle, après. L'idée vient tôt, mais la discussion dure très longtemps avant de se décider. Et on fait une galerie de 14 km qui relie Gardanne, Biver, le puits de Biver, hein, jusqu'à la mer. Et donc qui descend à 1 pour 1000. Voilà. Et donc, comme toutes les exploitations sont à la cote plus 30, au-dessus de plus 18, puisqu'on part de plus 18 pour aller à 0, donc pendant très longtemps, on a un écoulement gravitaire des eaux qui envahissent les exploitations, notamment quand on était très peu profond, lors des pluies d'automne. Et alors, la contrepartie, quand on fait une centrale, c'est qu'on a besoin d'eau. Hein, les réfrigérants, ça consomme de l'eau pour refroidir le circuit de l'eau qui monte en pression. Et donc là, il se trouve qu'il y a un puits, qui est le puits de l'Arc, qui est situé à l'est vers Rousset, qui a été noyé vers 1920. Un puits, quand il y a beaucoup d'eau, qui est artésien. Très, très gros débit, et donc c'est l'eau de ce puits qui sert à la centrale. Il y a l'usine Péchinet d'alumine qui est en face aussi. Voilà. Et donc, gisement moins difficile, je pense que d'autres, et on a atteint 11 tonnes de rendement. Il faut savoir que le Tanzola, c'était 500 kg. Les HBNPC, gisement extrêmement difficile, maximum 2 tonnes. La Lorraine, on a vu, c'est 6 tonnes. Et quand on a des gisements qui sont plus faciles, on fait plus. Pas de mystère. Tous nos gisements étaient faillés, plissés, difficiles. Et donc, on a eu d'énormes difficultés à être compétitifs avec des charbons importés d'Afrique du Sud ou des États-Unis, voilà, ou d'Angleterre. La France, c'est de l'ordre de 4,5 milliards de tonnes de charbon extraites. Les Anglais, c'est 45 milliards, à peu près.
Les Allemands, c'est 30. Hein. En 1870, les Anglais faisaient la moitié du charbon produit sur Terre, hein, en Angleterre. Ils avaient toute l'énergie du monde. Quoi, voilà. La France a pratiquement toujours importé, hein, en plus de ce qu'on a produit, pratiquement à toutes les périodes. Quoi, voilà. Mais ça a été une grande aventure humaine, industrielle, économique, dans beaucoup d'endroits. est liée exclusivement comment dire, à la qualité géologique, si j'ose dire, de la ressource. Oui, enfin, moi, le premier cours de gîtes minéraux, ça s'appelait comme ça que j'ai eu à l'école des mines, c'était la définition d'un gîte, elle est économique. Ah ben oui, oui, du charbon en France, on en a tant et plus encore. Hein. Y a pas, ne serait-ce qu'au titre de l'inventaire, on en a. Ce gisement-là, on a extrait 100 millions de tonnes, mais vous allez jusqu'à l'étang de Berre, il y a 100 millions de tonnes en plus, hein, qui ont été inventoriées. Hein. Y a pas... Moi, j'ai fait un article avec Charles Glingsbuckel du BRGM, parce que on avait fait toute la partie d'exploration au début des années 80 au titre de l'inventaire. On avait fait qu'un sondage dont certains étaient profonds, jusqu'à 1500 mètres de profondeur, mais maintenant on saurait exploiter jusqu'à 1300. Et on avait fait une sismique qui avait montré une continuité parfaite des bancs. Quoi, hein. Donc il n'y a pas. Et puis on en a laissé partout. Hein. C'est pas le gisement lorrain, il s'approfondit, il va jusqu'à Pont-à-Mousson. Enfin, il va très loin, hein, vers le sud-ouest. Hein. Il va très très loin. En Nord-Pas-de-Calais, on a essayé de faire une estimation. Entre autres, on avait discuté avec Jacques Laversane, mais j'ai essayé avec d'autres personnes aussi. On considère qu'on a extrait entre 10 et 15% de ce qu'il y a dans le gisement. Mais c'est tellement faillé, tellement petit que c'est pas possible. Quoi. Et on ne peut pas renvoyer des mineurs au pic et à la main. Ça serait la seule méthode. Oui, pour qui a vu les gisements d'Australie, de charbon, on ne fait pas le poids. Je veux dire, les gisements d'Australie sont gigantesques, horizontaux, tout près de la mer. Et les Chinois achètent le charbon, évidemment, aux Australiens à un prix concurrentiel. Non, là, la complexité de la géologie en France fait que c'est difficile au point de vue de l'exploitation. Et donc, vous avez raison, c'est le point de vue économique qui tranche. Oui. À propos de l'Australie, juste une anecdote. En 91, Jean-Louis Mancy et moi, nous sommes allés participer à un colloque international à Londres autour de ces questions-là, entre autres. Et il y avait beaucoup de posters qui étaient exposés, et puis comme d'habitude, quoi. Et à un moment donné, Jean-Louis et moi, on fait un tour dans les posters et on tombe sur... L'attention avait été retenue par un exposé d'Australiens, de géologues australiens travaillant dans les mines de charbon. Et on ne comprenait pas bien dans les photos qu'on voyait. Les camions, on avait une idée de la taille des camions, mais on n'était pas bien sûr d'avoir compris ce qu'on avait vu, c'est-à-dire qu'un bonhomme ne dépassait pas l'épaisseur du pneu d'un camion. Donc, bon, on va devant les posters, on regarde. Effectivement, on comprend qu'effectivement c'est gigantesque, on voit des photos, on a le temps, puis on regarde la carte, puis on essaie de comprendre. Et c'était dans les Nouvelles-Galles du Sud. Et à ce moment-là, on a réalisé, parce qu'on dit c'est quand même pas possible, ils ont fait une carte, ils n'ont pas mis l'échelle, ils n'ont quand même pas fait une erreur comme ça. Puis tout d'un coup, on réalise, si l'échelle, elle y était. Pour donner une idée de la taille de leur carrière, ils avaient mis comme échelle
la silhouette de l'Angleterre. Oui, Jacques Touret. Oui, Jacques Touret. Non, dans les années 70-80, on parlait beaucoup de la gazéification profonde des gisements de charbon, hein, de les faire brûler en profondeur pour récupérer les gaz. Est-ce qu'il y a encore des travaux sur la question ou bien est-ce que c'est complètement oublié? Non, on en parle toujours, mais je pense qu'on n'a jamais avancé sur le sujet de la gazéification in situ. Oui, on avait fait dans les années 80, je me souviens des sondages dans le Nord, j'étais allé voir d'ailleurs. Non, mais ça n'a pas débouché. Ça n'a pas débouché, non, il n'y a pas de... Il y a eu effectivement des tentatives dans le Nord, mais je répète, hein, il y a 1 200 000 personnes au-dessus, sur le gisement. Donc là, assez vite, on a arrêté quand même. J'ai deux questions complètement différentes. La première, c'est un peu concerne le progrès technique et la sécurité. Sur les ascenseurs, alors bon, elle est valable, la question pour vous deux. Hein. Bon, apparemment, les puits les plus profonds sont peut-être dans le Nord-Pas-de-Calais, hein. Mais peut-être pas que. Effectivement, il y a un bon champ. Est-ce que vous avez assisté, je dirais, à des progrès pour descendre, disons, les équipes à -1000 et au-delà, disons, sur le problème du transport par câble, hein. Il n'y a pas que la tour Eiffel, hein. Il y a aussi les mines, d'accord? Et puis ma deuxième question, complètement différente, existe-t-il un dictionnaire sur les mines? La question sur le dictionnaire, on se l'est posée aussi actuellement, et avec l'archiviste bibliothécaire de la SGN, on s'est dit qu'on allait peut-être s'y mettre quand même. Les seuls documents que j'ai pu récupérer d'anciens mineurs et d'anciens cadres des mines, c'est des cours qui étaient donnés à l'école des mines de Douai, avec un vocabulaire comme ça, mais ce n'était pas un dictionnaire très, très organisé. Mais on arrive à récupérer des mots avec les définitions. Il faudrait un vrai travail de linguiste derrière pour regarder dans toutes les exploitations et puis faire ce travail-là. Mais je pense que ce serait très utile. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a dû y avoir des essais. Moi j'ai un lexique français, anglais, allemand, le terme minier. Mais... on descend toujours par une cage, enfin on descend. Soit on accède directement, hein, ou par un plan incliné, ou horizontal, ou par un puits. Mais les puits, qu'est-ce qui a changé dans les puits? Toute la partie électrotechnique. C'est plus des moteurs en continu, c'est plus des groupes par Leonard, c'est des cycloconvertisseurs. Enfin bon, toute cette partie-là, régulation, et puis voilà, électromécanique a changé. Sinon, les câbles, c'est toujours des fils qu'on associe en tauron et des taurons qu'on associe en câble. Ça ne change pas. Non. Par contre, la taille des puits, hein, par exemple, le puits de Gardanne qui a été foncé dans les années 80, il fait 10 mètres de diamètre. Il était fait pour que les camions, qui font juste un peu moins de 10 mètres, puissent rentrer dans la cage et qui descendent. Hein. Là-dessus, oui. Oui, des engins au fond, on en avait dans beaucoup de mines. Hein, mais on avait notamment certaines mines, un engin gros porteur qui transporte du gros matériel, de charge utile de 15 tonnes. Hein, c'est des engins qui font 40 tonnes au fond de galeries qui sont comme ça finalement. Hein. Les galeries font cette dimension-là à peu près. Oui, monsieur, quel est votre avis sur le fait que M. Méliès n'arrive pas à obtenir de financement justement pour ces cartographies 3D? Je ne suis pas au courant. Je viens de l'apprendre. Je ne sais pas. Ça vous surprend? Vous imaginez qu'il y a un dénouement possible ou c'est une peine perdue pour les 100 ans à Non, venir? je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. La réponse technique
qu'on m'a donnée à chaque fois, elle est très compréhensible. C'est vrai qu'en arrière-plan, il y a l'aspect politique, mais c'est la réponse technique que j'ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est tellement haché, faillé, menu, etc., qu'on ne peut pas mécaniser. Et donc, du coup, on ne peut pas poursuivre des recherches et compléter des recherches et en justifiant ça par l'exploitation. Et donc, faire une modélisation à partir des données actuelles, ça laisserait entendre, enfin, dans le climat politique qui était celui de la fermeture, ça s'apaise maintenant, c'est vrai. Depuis 4-5 ans, on le sent. Mais dans le climat politique qui était à ce moment-là, mettre des sous là-dedans, ça voulait dire, pour certains, soit carrément de la provocation, pour d'autres, c'était donner un faux espoir de vouloir réinvestir dans quelque chose. Et donc, surtout, il fallait ne rien faire. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut que nous prenions le temps de passer le temps du déjeuner. Je remercie encore M. Besson pour ce remarquable exposé.